Laisse-moi jouer avec elle. Je sais comment faire remarcher ta fille malade. Dit le petit garçon des rues à François, le riche homme d'affaires, en s'approchant de sa fille en fauteuil roulant. Quand le puissant homme finit par autoriser le garçon à s'approcher, Mathis remarqua un détail bouleversant dans la maladie de la fillette que aucun médecin n'avait encore vu. À cet instant, François tomba à genoux, en larmes, incapable de croire à ce que ce petit garçon des rues venait de découvrir. Ne prends pas ça, ça va te faire du mal. Cria Mathis, un garçon de seulement 10 ans, frêle, vêtu de vêtements usés et au regard angoissé. Il était un gamin des rues, mais son cœur battait plus fort que n'importe quelle richesse, et à cet instant, il essayait d'empêcher sa meilleure amie d'avaler une autre pilule. Sur le fauteuil roulant, avec un regard fatigué, se trouvait Élodie, elle aussi âgée de 10 ans, une fillette délicate, à la peau pâle et aux mains frêles. Elle tenait la boîte de médicaments comme s'il s'agissait de la seule lueur d'espoir de sa vie, immobile au milieu du jardin de la demeure. François, le père, apparut les yeux embués, s'approchant rapidement. « Ne t'approche pas de ma fille !» dit-il, d'un ton désespéré. Puis il tenta de se calmer. « Ma fille a une santé fragile et ne peut pas s'exposer à la saleté. La seule chose qui soulage ses douleurs, ce sont ses médicaments. Je suis désolé, mais je ne peux pas te laisser t'approcher d'elle. » Il se plaça immédiatement entre le garçon et sa fille, comme un bouclier humain, serrant Élodie contre sa poitrine, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse à tout instant. Sa respiration était lourde, et la voix étranglée, il l'implora. « S'il te plaît, recule. Je ne peux pas prendre le risque qu'elle tombe encore plus malade. » Le petit gamin des rues baissa la tête. Le cœur du garçon semblait se briser dans sa poitrine. Tout ce qu'il voulait était jouer avec son ami comme avant, mais sa santé déclinait jour après jour, et personne ne savait pourquoi. Il prit une profonde inspiration, tentant de retenir ses larmes. Vous ne comprenez pas. Je ne ferai aucun mal. Je veux juste l'aider à sourire à nouveau. Jouer comme avant. Le garçon releva les yeux brillants de sincérité. Mais chaque jour, même en prenant ses comprimés, elle ne fait que s'affaiblir. S'il vous plaît, écoutez-moi, monsieur. Je peux aider votre fille, je peux la faire remarcher. One. Le père resta immobile. Le poids des paroles de cet enfant le touchait. L'homme d'affaires regarda Mathis dans les yeux et pendant un instant, y vit la vérité reflétée. Le garçon n'avait rien d'autre que son honnêteté. Mais le doute rongeait son cœur. Comment croire davantage un gamin des rues qu'un médecin renommé, payé une fortune? François prit une grande inspiration, la voix presque brisée, mais essaya de rester ferme. « Pardonne-moi, petit. Je sais que tu tiens à ma fille et je comprends ta frustration. Mais que pourrais-tu bien savoir de la maladie d'Élodie? Tu n'es qu'un enfant. » Il fit une pause, remit sa fille dans son fauteuil roulant et ajouta, la voix étranglée. « J'aimerais tant que tu aies raison, vraiment. J'aimerais que ma petite puisse marcher à nouveau. Mais cela n'arrivera pas si elle cesse de prendre ses médicaments. » Le silence pesa dans le jardin. Seul le chant lointain des oiseaux rompait la tension. Élodie, jusque-là silencieuse, prit une profonde inspiration. La fillette pose sa petite main tremblante et pâle sur le père. Sa voix sortit faible, mais résolue. « Mais, papa, si ces médicaments sont censés m'aider, pourquoi je me sens de plus en plus faible chaque jour? Pourquoi je ne m'améliore pas et ne peux pas marcher pour jouer avec Mathis? » Les paroles d'Élodie résonnèrent dans le cœur du millionnaire. François avala difficilement, ne sachant que répondre. Comment expliquer à un enfant que tout cela est un traitement lent, qui peut-être n'apportera jamais l'amélioration tant espérée? Il respira profondément, caressa le visage de sa fille et tenta de se reprendre. « Mon ange, ce que tu as ne se soigne pas aussi vite que ton papa le voudrait. Il faut du temps, c'est long,
Et pendant ce temps, tu peux te sentir pire, comme le médecin l'a dit. Mathis sentit le désespoir grandir en lui. Il ne pouvait pas laisser passer cette occasion de les convaincre. Rassemblant son courage, il fit un pas en avant, le cœur battant. Il était prêt à parler à nouveau quand, soudain, une voix aiguë et stridente traversa le jardin, coupant l'air. « Mon chéri, enlève cette chose sale de notre fille. Maintenant, où elle va tomber encore plus malade. » Sophie, la belle-mère d'Élodie, apparut sur la terrasse de la demeure, l'expression dégoûtée, crachant des mots comme du venin. Son doigt accusateur se pointait droit vers Mathis, comme si le garçon était une peste rampant dans le jardin parfait de la famille. « Je ne fais rien de mal !» cria Mathis, les yeux écarquillés, la respiration haletante. Mais le millionnaire, pris au dépourvu par la situation, ne voulut pas prolonger la confusion. Il se tourna brusquement vers Mathis, l'expression mêlant douleur et détermination. « Garçon, s'il te plaît, pars. Ma fille se fait de faux espoirs à cause de ce que tu lui as dit. Même ma femme est nerveuse à cause de ta présence, inquiète à l'idée qu'Élodie puisse aller plus mal. Tu es tout sale. Tu ne peux qu'aggraver son état. Sa santé est trop fragile. » Sa voix sonna plus dure qu'il ne l'aurait voulu. Le millionnaire baissa les yeux, sentant le poids de sa décision, et ajouta « S'il te plaît, va-t'en. Ne t'occupe plus du bien-être de ma fille. Si le traitement continue, elle ira mieux. Si tu veux vraiment qu'elle guérisse, disparais d'ici. » Le silence retomba à nouveau. Mathis, debout, la poitrine soulevée par la respiration rapide, sentit les paroles de l'homme lui transpercer l'âme. Ses yeux embués croisèrent ceux d'Élodie, qui semblait supplier en silence pour qu'il ne renonce pas à elle. Mais face à l'ordre du père et au mépris de la belle-mère, le petit garçon des rues ne savait plus quoi faire. C'était comme si ses mots se heurtaient à un mur infranchissable et n'atteignaient jamais les oreilles de François. Tout semblait empirer depuis l'apparition de Sophie. Cette femme, il ne l'avait jamais supportée. Pour lui, la belle-mère d'Élodie était comme une ombre arrogante, planant dans chaque coin de la demeure, marchant la tête haute, comme si le monde entier lui appartenait et qu'elle détenait la vérité absolue. Sophie traitait tout le monde avec dédain, comme si seule elle existait et que le reste était invisible. Mais Mathis, lui, n'était pas invisible pour elle. Bien au contraire. Depuis leur première rencontre, il avait l'impression de porter une cible dans le dos, prête à recevoir chacune des paroles cruelles qui coulaient de la bouche de cette femme. « Éloigne-toi d'ici, morveux !» cria la sorcière, presque hystérique à l'idée de se débarrasser de lui. Ses yeux lançaient des éclairs de rage et ses lèvres se tordaient en un sourire mauvais de pur mépris. « La seule chose que tu fais ici, c'est perturber notre vie et la guérison d'Élodie. Et puis, qu'est-ce qu'elle pourrait bien gagner à fréquenter quelqu'un d'aussi inutile ? Même tes propres parents n'ont pas voulu de toi. La pire erreur que nous ayons faite, c'est d'avoir permis ce contact avec notre fille, espèce de vaurien. » Les mots de la harpie frappèrent le petit de plein fouet. Il sentit sa poitrine se serrer, sa gorge brûler, mais ne répondit pas. Il resta immobile, avalant la douleur qui montait en silence. François entendit chaque syllabe et son cœur se serra douloureusement. Mais il n'eut pas le courage de confronter sa femme. Essayant de se convaincre que Sophie ne parlait ainsi que par inquiétude pour la fillette, il acquiesça simplement en silence, évitant toute dispute. Mathis tourna le visage vers son ami. Ses yeux étaient déjà remplis de larmes, mais en la voyant là, si fragile, presque engloutie par ce fauteuil roulant, les sanglots débordèrent. Il ne supportait pas l'idée de la laisser seule, prisonnière d'une vie sans mouvement. Quand la première larme roula sur sa joue, un souvenir l'envahit. Il se rappela les jours heureux, quelques mois plus tôt, quand Élodie pouvait encore courir.
Il se souvenait clairement de son sourire et d'un moment particulier qu'il n'avait jamais pu effacer de sa mémoire. Les larmes brouillaient sa vue, mais entre chaque goutte salée, il revit distinctement la scène. Elle courait vers lui, riant, une boîte colorée dans les mains. Et ainsi, le temps remonta en arrière. « Tiens, c'est pour toi. » dit Élodie cet après-midi-là, le visage illuminé par le soleil et un sourire si radieux qu'il semblait refléter toute la joie du monde. Elle lui tendit une boîte emballée dans du papier coloré, avec un ruban simple mais fait avec tendresse. Mathis regarda le cadeau d'un air méfiant et demanda, impatient, « Qu'est-ce qu'il y a là-dedans » Il secoua la boîte avec précaution, essayant de deviner. Son cœur battait à tout rompre. Jamais, de toute sa vie, il n'avait reçu un cadeau. De ses mains tremblantes, il commença à défaire l'emballage. Mais il le fit lentement, tirant chaque morceau avec délicatesse, comme si ce papier avait autant de valeur que ce qui se trouvait à l'intérieur. Élodie éclata de rire, un éclat si pur qu'il emplit tout l'air autour d'eux. Ah ah ah, pourquoi tu ouvres comme ça? Il suffisait de déchirer d'un coup. Ce papier servait juste à rendre la boîte plus jolie. Le petit garçon des rues leva les yeux vers elle, et même en souriant, semblait retenir une émotion plus forte. C'est que je n'ai jamais rien reçu d'aussi beau. Alors je veux le garder en souvenir. Comme ça, je n'oublierai jamais le jour où tu m'as offert un cadeau. Ces mots firent froncer les sourcils d'Élodie. Elle le regarda plier soigneusement le papier et le glisser dans sa poche comme un trésor. Avec un air curieux, elle dit « Parfois, tu es un peu bizarre, tu sais. Mais je crois que j'aime bien ça. Je te préfère comme tu es, plutôt que les garçons ennuyeux de mon école, qui passent leur temps à se moquer de moi. Peut-être qu'être différent des autres, c'est quelque chose de bien. » Le garçon éclata d'un rire sincère et enfin s'assit sur l'herbe avant d'ouvrir la boîte. À l'intérieur, il trouva un bracelet simple, en cuir, avec son prénom brodé en lettres solides. Ses yeux brillèrent, son cœur faillit bondir hors de sa poitrine. « Mon Dieu, c'est magnifique! Il me va parfaitement !» s'écria Mathis, sautant de joie. Il enfila le bracelet et admira la broderie. « Merci beaucoup, Élodie. C'est parfait pour moi. C'est toi qui l'as fait ?» Il attendait la réponse avec impatience, et la fillette, s'asseyant aussi sur le sol, secoua la tête de droite à gauche, un sourire malicieux aux lèvres. « Bien sûr que non, idiot. Comment veux-tu que je brode du cuir? J'ai juste demandé à mon père d'acheter le bracelet, puis j'ai demandé à ma nounou de m'emmener dans une boutique de broderie. C'est là qu'on a fait graver ton nom. » Pendant qu'elle parlait, elle arrachait distraitement quelques brins d'herbe. Mathis continuait d'admirer le cadeau, fasciné. « Mais pourquoi tu as fait ça ?» demanda-t-il, s'asseyant à côté d'elle, sans détourner le regard du bracelet. Élodie tourna le visage vers son ami. Ses yeux prirent un éclat différent et sa voix sortit sincère. « Tu m'as raconté la semaine dernière que c'était aujourd'hui qu'on t'avait trouvé devant l'orphelinat, non? L'endroit d'où tu t'étais enfui. » Mathis hocha la tête en silence, le souvenir pesant sur sa poitrine. « Alors, peut-être que c'est ton anniversaire. » continua la fillette. « J'ai voulu te donner quelque chose en cadeau. Il ne manquait que le gâteau, mais je n'ai pas pu en acheter un sans que mon père ou Sophie ne s'en rendent compte. » Ces paroles entrèrent dans l'esprit du petit garçon des rues comme une bouffée d'espoir. À cet instant, il comprit combien il comptait pour Élodie, et cela le fit se sentir spécial, peut-être pour la première fois de sa vie. Mais à présent, revenu au présent, le souvenir de ce moment heureux contrastait cruellement avec la scène dans le jardin. Sophie l'expulsait, François le repoussait, et son amie restait prisonnière de ce fauteuil roulant, chaque jour plus faible. Le bracelet était toujours à son poignet, rappelant que leur amitié était réelle, même si tout le monde essayait de la détruire.
Son esprit retourna encore une fois vers le passé. Mathis fronça les sourcils, confus par les paroles de son ami, avant de demander. Quel est le problème s'il le découvre? Tu aurais des ennuis pour avoir dépensé de l'argent sans permission? Élodie éclata de rire en entendant cela, un rire clair. Mais le sourire qui illuminait son visage s'effaça peu à peu jusqu'à disparaître complètement. La fillette soupira profondément, serrant fort le bas de sa robe, comme si elle craignait de révéler un secret dangereux. Mais non, idiot. Mon père ne se fâche pas si je dépense de l'argent, surtout quand c'est de mon argent de poche. Le problème, ce n'est pas combien je dépense, c'est avec quoi je dépense. Mathis inclina la tête, intrigué. L'expression d'Élodie changea. Ses yeux devinrent inquiets et sa voix baissa, comme si elle avait peur que quelqu'un puisse entendre. C'est que Sophie m'a vu jouer avec toi ce jour-là, quand elle est revenue du salon de beauté. Elle prit une profonde inspiration et continua, hésitante. Elle m'a dit que les gens qui vivent dans la rue ne valent rien. Elle m'a ordonné de m'éloigner de toi. Sinon, elle le dirait à mon père et il me gronderait. Les petits yeux de la fillette se remplirent de larmes, mais avant qu'elles ne tombent, Élodie les essuya rapidement du revers de la main, essayant de paraître forte. Mais je ne l'ai pas écouté, Mathis. Je ne sais pas si mon père serait vraiment fâché, mais je m'en fiche. Parce que je sais que tu es gentil. Je ne cesserai pas d'être ton amie juste parce que Sophie est méchante et qu'elle n'a pas d'amis. Enfin, elle n'a que ce docteur bizarre toujours collé à elle comme une ombre. Toi, tu es bien plus gentil que lui. Ces mots frappèrent Mathis comme un éclair d'espoir. Les larmes qui coulaient sur son visage séchèrent soudainement, remplacées par un regard ferme et déterminé. Le souvenir d'Élodie à ses côtés lui apporta un bref soulagement, mais la réalité le rattrapa aussitôt. Il cligna des yeux et se rendit compte de nouveau d'où il était. Il n'y avait plus de rire, plus de cadeaux. Son amie n'était plus assise à côté de lui, jouant avec l'herbe, mais confinée dans un fauteuil roulant, affaibli, tandis que François, comme toujours, luttait pour dissimuler ses propres larmes, les retenant dans ses yeux pour que sa fille ne voie pas sa douleur. Mathis comprit qu'il n'y avait plus rien à faire ici. Personne ne voulait l'écouter. Ses paroles se perdaient dans le vent. Sophie dominait chaque conversation et ne permettrait jamais que sa voix soit entendue. Le garçon prit une grande inspiration, ravala ses sanglots et fit demi-tour. Il quitta lentement les jardins de la demeure, le cœur lourd, mais sans renoncer à la promesse qu'il s'était faite. Il aiderait Élodie. Il devait seulement attendre le bon moment, celui où il aurait des preuves de ce qu'il disait. Un moment où ni François, ni même Sophie ne pourraient l'ignorer. Il marcha dans les rues jusqu'à atteindre une maison abandonnée au fond de la propriété. C'était là qu'il avait l'habitude de se réfugier. Ce n'était qu'une vieille masure, presque sans tuiles, avec d'immenses trous dans les murs, si l'on pouvait encore appeler ça des murs. Mathis avait improvisé un toit en carton pour se protéger un peu du soleil, mais il suffisait d'une pluie pour que tout s'effondre en quelques secondes. Malgré tout, c'était ce qui se rapprochait le plus d'un foyer qu'il ait jamais eu. Le garçon regarda la cabane et esquissa un sourire amer. Il pensa en lui-même. D'où foyer? Cela fait un moment que je ne suis pas venu ici. Ces derniers jours, je me suis caché dans la demeure, juste pour rester près d'Élodie et veiller sur elle. Il entre doucement, cherchant le coin le moins sale où s'asseoir. Les murs n'étaient que des restes de ciment, marqués d'humidité et percés de trous creusés par le temps. Il parle seul, dans un souffle de désespoir. Maintenant, ce sera difficile d'entrer dans la maison. Je crois que les domestiques ne me laisseront plus traîner là-bas. Ils ne me donneront même plus à manger en cachette.
La sorcière Sophie a sûrement donné des ordres pour qu'on ne me laisse même plus poser un pied dans le jardin. Il posa la main sur son ventre, sentant déjà la morsure de la faim à venir. Mon régime là-bas n'était pas fameux, mais au moins, il y avait toujours quelqu'un de gentil pour m'aider. En y repensant, la seule qui ne m'aimait pas, c'était la sorcière Sophie. Elle et le père d'Élodie sont beaucoup trop protecteurs, mais ils ont tort de penser que je suis un danger. Ouais. Mathis se leva et marcha dans la cabane. Il atteignit une pièce sombre où se trouvait son lit de fortune, un tas d'oreillers usés trouvés dans les poubelles et une couverture fine, pleine de reprises cousues avec du fil rose. C'était son seul réconfort pendant les nuits froides, même si ce n'était pas toujours suffisant pour chasser le froid. Il s'approcha, toucha le tissu et remarqua les traces de couture. Un léger sourire naquit sur son visage, aussitôt remplacé par des larmes revenues à ses yeux. Cette couverture avait une histoire. C'était Élodie qui l'avait cousue, avec l'aide d'une nounou. Mathis ferma les yeux et laissa la mémoire envahir son esprit une fois encore. Il se rappela le jour où il avait reçu la couverture, précisément le même jour où il avait appris la nouvelle la plus douloureuse, qu'Élodie ne pourrait plus marcher. Les fils tordus et colorés de la couture étaient comme un sentier qui le guidait à travers ses souvenirs. C'était une journée ensoleillée. Élodie était en vacances scolaires et passait la plupart de son temps à la maison. Mathis courut jusqu'à la demeure, tout excité, à peine capable de contenir son impatience. Ce jour-là, ils avaient prévu de dessiner ensemble, comme ils le faisaient toujours. Enfin! Maintenant qu'Élodie n'a plus à étudier toute la journée, je vais pouvoir jouer avec elle. On va s'amuser toute la journée. Et je suis sûr qu'elle m'apportera quelque chose de bon à goûter. Pensa Mathis, souriant jusqu'aux oreilles. Mais en arrivant dans le jardin où ils se retrouvèrent d'habitude, la scène était différente. Il ne vit personne. Le silence lui parut étrange, presque inquiétant. Son cœur s'emballa, cherchant à comprendre ce qui se passait. La journée s'étirait lentement, et Mathis restait assis au même endroit, attendant que son ami apparaisse. Le soleil commençait à se coucher, colorant le ciel de teintes orangées et rosées. Et pourtant, Élodie ne venait toujours pas. Le garçon regardait de tous côtés, nerveux, serrant ses genoux contre lui, espérant la voir sortir par la porte ou par la fenêtre. Mais rien ne se produisit. Quelques employés de la demeure passèrent par là. Tous savaient déjà qui était ce petit garçon qui se faufilait pour voir Élodie. En général, ils fermèrent les yeux, faisant semblant de ne pas remarquer sa présence, car ils connaissaient la pureté de leur amitié. Mais ce jour-là, quelque chose était différent. Ils passaient, jetaient des regards furtifs dans sa direction, puis continuaient leur chemin. Pas un sourire, pas un mot, seulement des visages tristes, chargés d'un poids qu'ils semblaient incapables d'exprimer. Mathis comprit que ces regards n'étaient pas de simples indifférences. C'était comme s'ils voulaient dire quelque chose, sans oser le faire. « C'est bizarre, » pensa le garçon, fronçant les sourcils. « Tout le monde me regarde, mais personne ne parle. Qu'est-ce qui se passe ?» Le temps passait, et l'angoisse du petit ne faisait que croître, jusqu'à ce qu'il voie quelqu'un s'approcher. C'était une femme vêtue d'une robe élégante, aux cheveux roux, qui brillait sous le soleil couchant. Sophie. À ses côtés venait la nounou d'Élodie, portant un sac lourd. Sophie fixa le garçon avec un regard empli de dégoût et dit d'une voix forte : « Écoute, gamin, Élodie est malade et ne peut pas jouer. Il vaut mieux que tu partes tout de suite, au lieu de rester là à prendre le soleil comme une fleur fanée. » Ces mots tranchèrent l'air, laissant Mathis sous le choc. Son cœur s'accéléra et les questions se bousculèrent dans sa tête. « Comment ça? Élodie est malade. Que s'est-il passé? Pourquoi personne ne m'a rien dit ?» Il tenta de parler, mais sa voix refusa de sortir. Finalement, il réussit à balbutier, désespéré.
Comment ça? Élodie est malade. Qu'est-ce qu'elle a? Dis-le-moi, s'il te plaît. Mais Sophie ne daigna même pas le regarder dans les yeux. Elle détourna le visage, remit une mèche de cheveux en place avec mépris et répondit froidement. Personne ne sait exactement ce qu'elle a. Tout ce que nous savons, c'est que sa maladie la rend extrêmement sensible aux microbes. C'est pourquoi elle ne peut pas être en contact avec quelqu'un d'aussi sale que toi. Fais-moi plaisir. Ne t'approche plus jamais de cette maison. La cruauté de ces mots frappa le petit garçon des rues comme un coup de poing. Il tomba à genoux sur le sol, le corps tremblant. Toute sa vie, il n'avait jamais eu de véritable ami. Et maintenant, son premier et unique ami était malade, trop fragile pour jouer avec lui. La douleur qu'il ressentit à cet instant semblait insupportable. Sophie leva simplement le menton et continua son chemin, le laissant là, comme si ses sentiments n'étaient que des déchets éparpillés sur le sol. Mais la nounou, qui observait la scène à distance, ne put rester aussi froide. Ses yeux étaient humides et ses mains tremblaient. D'un pas lent, elle s'approcha du garçon et lui tendit le sac qu'elle portait. Mathis leva les yeux, confus. « Qu'est-ce que c'est que tu me donnes ?» demanda-t-il, la voix tremblante. Monique, comme on l'appelait, prit une profonde inspiration, luttant contre ses propres larmes, et répondit doucement. « La nuit dernière, Élodie m'a demandé de rassembler quelques-unes de ses vieilles couvertures et d'en coudre une nouvelle avec. Elle m'a dit qu'elle avait un ami qui n'avait rien pour se couvrir et qu'elle voulait lui faire un cadeau. » Mathis écarquilla les yeux en ouvrant le sac. À l'intérieur, il trouva une couverture rapiécée, cousue avec des fils roses, la couleur préférée d'Élodie. Il serra le tissu contre sa poitrine et se mit à pleurer sans pouvoir s'arrêter. « Elle a pensé à moi, même malade. Elle a quand même pensé à moi. » murmura-t-il entre deux sanglots, ses larmes mouillant le précieux cadeau. La nounou s'éloigna en silence, incapable de dire quoi que ce soit de plus. Mathis resta seul, submergé par la tristesse. Mais quelque chose au fond de lui criait qu'il ne pouvait pas accepter cette séparation. Lorsque la nuit tomba et que les employés commencèrent à se retirer, le garçon prit une décision. Il attendit que la demeure s'endorme et, tard dans la nuit, sortit de sa cachette. Se déplaçant en silence, il longea les murs jusqu'à s'arrêter devant la fenêtre de la chambre d'Élodie. Le problème, c'est que la chambre se trouvait au 3e étage. Grimper jusque-là par l'extérieur était risqué, presque impossible pour un enfant aussi petit. Mais la peur ne suffit pas à l'arrêter. Mathis inspira profondément, prit le sac contenant la couverture entre ses dents et se dit à lui-même « Je vais la voir au moins une dernière fois. C'est ma seule amie. Je ne peux pas l'abandonner maintenant, justement quand elle a le plus besoin de moi. Costin. » Déterminant chaque geste, le garçon commença à escalader les murs de la résidence. Ses pieds trouvaient appui sur de petites saillies du mur, ses mains s'agrippaient à des reliefs à peine visibles. Son cœur battait à tout rompre, mais il ne regardait pas en bas. Chaque centimètre conquis le rapprochait d'Élodie. Enfin, il atteignit la fenêtre. À bout de souffle, il s'accrocha fermement au rebord et jeta un coup d'œil à l'intérieur de la pièce. La scène qu'il vit lui coupa la respiration. Élodie était là, assise dans son fauteuil roulant, plus pâle que jamais, des larmes coulant sur son visage délicat. François, son père, agenouillé à côté d'elle, la serrait dans ses bras pour la calmer. Mais ses propres yeux étaient rouges, trahissant les pleurs qu'il retenait. D'une voix tremblante, le père tenta de lui transmettre un peu d'assurance. « Calme-toi, ma chérie. Je suis sûr que tu vas guérir. Je ferai tout pour toi. Le docteur Arnaud Lefebvre est le médecin de la famille, l'un des plus brillants du pays. Il trouvera un moyen de te soigner. Je te le promets. » Mais les mots ne suffisaient pas. Élodie sanglotait, essayant de parler entre ses larmes.
Mais papa, et si je ne peux plus jamais marcher? Et si je ne peux plus jouer? Et si je ne peux plus jamais voir Mathis? Ces questions résonnèrent dans l'esprit du millionnaire. Il ferma les yeux, respira profondément, et les larmes débordèrent. Tentant de ne pas s'effondrer devant elle, il répondit d'une voix lourde de douleur. « Je suis désolé, ma chérie. Mais Mathis, c'est ce petit garçon des rues qui vient toujours ici, n'est-ce pas? Malheureusement, tu ne peux plus jouer avec lui. » Les mots frappèrent Élodie comme une vérité trop dure à avaler. Son petit cœur sembla s'arrêter. Ses yeux s'écarquillèrent, puis elle éclata en désespoir, criant entre ses sanglots. « Comment ça, je ne peux plus le voir? Pourquoi je ne peux plus voir Mathis? Il n'a jamais rien fait de mal, moi non plus. On a toujours été sages. Alors pourquoi tu me punis comme ça, en m'interdisant de voir mon meilleur ami? » Elle frappait ses poings contre ses genoux, faisant trembler le fauteuil sous ses mouvements. François la serrait encore plus fort, pleurant avec elle, incapable de trouver une réponse qui apaise la douleur de sa fille. Et, à l'extérieur, accroché à la fenêtre, Mathis pleurait en silence, sentant le poids de chaque mot, comme si son cœur se brisait une nouvelle fois. François était perdu. Il ne savait pas comment expliquer à sa fille qu'il ne s'agissait pas d'une punition, mais d'une précaution. Son cœur souffrait, mais les mots refusaient de sortir comme il le voulait. Il baissa la tête, évitant le regard humide de la fillette, et dit d'une voix tremblante. « Pardonne-moi, ma fille, mais tu ne peux plus voir ton petit ami. Du moins, pas avant d'aller mieux. Maintenant, dors, s'il te plaît. Je reviendrai plus tard voir comment tu vas. » Il la sortit du fauteuil et la déposa sur le lit. La petite pleurait doucement, ses sanglots résonnant faiblement dans la chambre. François prit une profonde inspiration, leva les yeux une dernière fois vers sa fille et, avant de refermer la porte, lui lança un regard chargé de tristesse. Puis il sortit, laissant derrière lui le son fragile du chagrin d'un enfant. Ce fut à cet instant que Mathis, caché à l'extérieur, vit une opportunité. Dès que le père quitta la chambre, le petit escaladeur entra par la fenêtre. Son cœur battait à tout rompre, mais le désir de revoir son ami était plus fort que n'importe quelle peur. En apercevant Mathis, Élodie afficha un sourire radieux, malgré les larmes encore accrochées à ses yeux. Quelques instants plus tôt, elle croyait qu'elle ne le reverrait jamais. Tout son corps voulut courir vers lui, l'enlacer comme avant. Mais en tentant de bouger les jambes, elle se rappela la cruelle réalité. Elle ne les sentait plus. La joie se transforma en désespoir et elle recommença à pleurer. « Calme-toi, Élodie. Ne pleure pas. » dit Mathis, posant doucement sa main sur l'épaule de la fillette. Sa voix, douce et ferme, semblait vouloir lui transmettre tout l'espoir du monde. « Ton père est intelligent et il a sûrement raison. Tu vas remarcher, j'en suis sûr. Ne sois pas triste. Bientôt tu pourras rejouer dehors. » La petite sanglota, essayant de se contenir, mais la peur s'échappa de ses lèvres. « Mais, Mathis, je ne pourrai plus te voir tant que je serai malade. Mon père me l'a interdit, juste parce que je suis comme ça. Il me punit alors que je n'ai rien fait de mal. » Le garçon sentit une douleur lui serrer la poitrine. Ce n'était pas la faim qu'il connaissait si bien. C'était plus fort, plus profond, une douleur dans l'âme. Il plongea son regard dans celui de son ami, luttant pour ne pas pleurer, et répondit avec sincérité. « Ce n'est pas une punition, Élodie. C'est ton père. Il veut juste ton bien. Je ne sais pas pourquoi il pense que je ne peux pas te voir, mais je sais que je n'ai jamais fait de mal à personne. Ni à toi. Je continuerai à venir. Tous les jours. Même si on ne peut plus jouer, je resterai près de toi jusqu'à ce que tu guérisses. Je viendrai en cachette. » Les mots du garçon firent respirer Élodie plus calmement. Un instant,
Elle se détendit, serrant la main de son ami, comme si c'était la seule ancre au milieu de la tempête. Mais la paix ne dura pas. La porte de la chambre s'ouvrit brusquement, avec fracas, et Sophie apparut. Son visage était rouge de colère, ses yeux lançaient des éclairs. Elle cria d'une voix si forte qu'elle fit vibrer les murs. « Je le savais! Tu es entré en cache pour faire du mal à notre petite peste, même après que je t'ai dit de disparaître d'ici. » Et avant de continuer notre histoire, n'oublie pas d'aimer la vidéo, de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour ne rien manquer. Dis-moi aussi ton âge et d'où tu regardes cette vidéo dans les commentaires. Je mettrai un beau cœur sur ton message. Maintenant, revenons à notre histoire. Mathis sursauta. Tout son corps trembla. Sans réfléchir, il courut vers la porte pour s'enfuir. Mais en passant près de Sophie, elle tendit violemment le pied. Le résultat fut inévitable. Le garçon trébucha et s'écroula au sol, sentant la douleur brûler dans son genou écorché. Avant même qu'il ait le temps de se relever, 2 gardes apparurent, costauds et impitoyables. Ils l'attrapèrent par les bras et commencèrent à le traîner dans les couloirs comme un vulgaire sac de déchets. Élodie cria, désespérée. « Ne l'emmenez pas, s'il vous plaît, laissez mon ami. » Mais personne ne l'écouta. La fillette pleurait, impuissante, voyant son ami emporté au loin. Sophie marchait derrière eux, le pas ferme, surveillant chaque mouvement jusqu'à la porte principale. Dès que les gardes jetèrent Mathis de l'autre côté du portail, elle s'approcha de la grille, croisa les bras et lança avec mépris. « La prochaine fois que je te vois escalader les murs de ma maison, je te lancerai une pierre, rien que pour te voir tomber, petite vermine. » Les mots la blessèrent profondément. Mathis, dehors, tenait encore le sac que la nounou lui avait donné, serré dans ses mains. Le pauvre pleurait, non seulement à cause de la douleur physique de la chute, mais aussi parce qu'il savait qu'à partir de ce moment, Élodie ne pourrait plus jouer avec lui, ni se promener dans le jardin, ni même partager une simple conversation paisible. Ses jours seraient désormais tristes, silencieux, sans la compagnie de la seule amie qu'il ait jamais eue. Et le pire, c'est que tout le monde continuerait de croire que c'était lui, un simple garçon des rues, qui représentait un danger pour la santé de la fillette. D'un pas lourd, Mathis retourna vers la vieille masure qu'il appelait son foyer. Il serrait contre sa poitrine le sac contenant le cadeau d'Élodie, comme si c'était la seule chose qu'il lui restait encore. Cette nuit-là, il dormit couvert pour la première fois depuis des semaines. Mais même protégé par la couverture qui portait le parfum de leur amitié, le froid l'envahissait toujours. Car plus glacial que le vent de la nuit, il y avait ce sentiment de solitude. Il se recroquevilla sur ses vieux oreillers, ferma les yeux et laissa les larmes couler. Pour la première fois, il ne pleurait pas de faim, mais d'abandon. De retour au présent, ses souvenirs se mêlaient à ses rêves. Chaque fil rose cousu sur la couverture semblait murmurer le nom d'Élodie. Jusqu'à ce qu'au milieu des sanglots, Mathis se redresse, déterminé. « Ça ne peut pas rester comme ça pour toujours, » murmura-t-il pour lui-même, les poings serrés. « Cela fait des semaines qu'elle ne va pas mieux, même avec ce médecin soi-disant brillant, le docteur Arnaud Lefebvre. Quelque chose ne va pas. Je vais découvrir quoi ?» Il prit une profonde inspiration et raisonna à voix haute. « Qu'est-ce qui peut bien la rendre si malade? J'évite toujours de la toucher quand on parle, donc ce n'est pas de ma faute. En plus, elle ne sort presque jamais de cette maison. Ce n'est pas la saleté, ce n'est pas la rue. Alors, ça ne peut être qu'autre chose. » Les yeux du garçon se fixèrent dans le vide, mais la réponse semblait se former en lui. Il parle tout bas, avec conviction. Elle n'a jamais été aussi malade. Quelqu'un lui fait du mal. Et j'en suis sûre. Ça a quelque chose à voir avec les comprimés qu'elle prend tout le temps. Et là,
seul au milieu des murs fissurés de la masure, Matisse se jura de découvrir la vérité, quoi qu'il en coûte. Le garçon était consumé par la détermination, mais cette force fut bientôt interrompue par une douleur aiguë dans son estomac. La faim le brûlait de l'intérieur. Il ne s'était pas nourri correctement depuis des jours. Autrefois, c'était Élodie qui partageait toujours son goûter avec lui apportant des fruits, des biscuits ou des sandwichs volés en cachette à la cuisine de la demeure. Mais maintenant, séparé d'elle, il n'avait plus personne pour l'aider. Il se souvenait de la façon dont elle prenait soin de lui, malgré sa fragilité. Et lui, en retour, avait toujours été son protecteur, presque comme un gardien. Maintenant, à distance, ils ne pouvaient plus se soutenir. Ils étaient seuls. Avec difficulté, Matisse se leva, le corps faible, les genoux tremblants. Il marcha jusqu'à l'avant de la cabane où il vivait, là où les gens jetaient leurs ordures. L'espoir était mince, mais il devait essayer. « Je ne peux aider personne si je meurs de faim. » pensa-t-il en inspirant profondément. « Je vais chercher quelque chose à manger pendant que je réfléchis à une façon d'aider Élodie. » Arrivé près du tas de sacs et de détritus, il commença à fouiller de ses petites mains, retournant des papiers sales, des boîtes écrasées et des emballages déchirés. L'odeur était insoutenable, mais la nécessité parlait plus fort. Il cherchait n'importe quoi pour combler le vide de son ventre. Mais ce qu'il trouva le surprit. Au milieu des déchets, il y avait une pile de boîtes de médicaments. Il s'arrêta un instant, fronçant les sourcils. « Cela fait plusieurs mois que ces boîtes apparaissent ici, » murmura-t-il. « En y repensant, elles ont commencé à apparaître quelques semaines avant qu'Élodie ne tombe malade. » Son cœur s'emballa. Il prit une des boîtes et la fit tourner dans ses mains. Les lettres étaient en partie effacées par la saleté, mais on pouvait encore lire une partie de l'étiquette. Une terrible suspicion commença à naître. Est-ce que c'est le médicament qu'elle prend? Mais si c'est le cas, pourquoi en aurait-il acheté autant avant même qu'elle tombe malade? Matisse porta la main à sa tête. Le raisonnement lui paraissait évident, et pourtant trop effrayant pour être vrai. Enfin, quelque chose commençait à avoir du sens. Mais il ne pouvait rien conclure seul. Il avait besoin d'une confirmation. « Je dois apporter cette boîte à Élodie. Si c'est vraiment le même médicament, alors ni son père ni Sophie ne savent ce qui se passe. Je dois les prévenir avant qu'il ne soit trop tard. » Le cœur en feu et les jambes tremblantes de faiblesse, Matisse attrapa la boîte de médicaments et courut en direction de la demeure. Ses pieds trébuchaient sur eux-mêmes. Ses os le faisaient souffrir, mais il ne s'arrêtait pas. La faim, l'épuisement et la peur n'étaient rien face à l'espoir de sauver son ami. Mais lorsqu'il arriva devant la propriété, son monde s'effondra. Une ambulance était garée juste devant les grilles de la demeure, et à l'intérieur, Élodie était allongée sur une civière. Son petit visage était pâle, ses yeux fermés, respirant avec difficulté. Le garçon sentit le sol disparaître sous ses pieds. « Mais que s'est-il passé ?» cria-t-il, la voce quebrada por el desespero. Il tenta de courir vers l'ambulance, mais son corps affaibli refusa d'obéir. L'air quitta ses poumons, et son cœur se serra comme jamais auparavant. Ses genoux cédèrent. Il s'écroula au sol, tremblant, sans force. À ce moment-là, François et Sophie sortirent en courant derrière la civière. Le père, paniqué, ne voyait plus rien d'autre que sa fille, ignorant tout le reste. Sophie, en revanche, ne manqua pas de remarquer le garçon effondré, rampant dans leur direction. Françoise eut un instant l'envie d'aider Matisse, mais face à la gravité de la situation, sa priorité était claire. Sa fille passait avant tout. Sophie, au contraire, ne perdit pas l'occasion de déverser sa cruauté. Elle posa les yeux sur le garçon avec dégoût et cria, sa voix stridente déchirant l'air. « C'est de ta faute. Elle est pire parce que tu t'es approché d'elle avec tes mains sales. Si ce n'était pas toi, elle irait mieux à la maison.
C'est toi le coupable, si elle est sur une civière. » François entendit les paroles cruelles de sa femme, mais une fois encore, l'inquiétude pour Élodie prit le dessus. Il se contenta de lui tenir la main, inconsciente, et monta dans l'ambulance, ignorant complètement le garçon étendu sur le sol. Sophie monta à son tour, sans accorder un seul regard aux yeux suppliants de Mathis. Allongé dans la poussière, le garçon murmura faiblement. « Je dois vous parler. S'il vous plaît, écoutez-moi. » Mais sa voix était si faible que personne ne l'entendit. Son corps était trop fragile. Il n'eut pas la force d'atteindre l'ambulance avant qu'elle ne parte. Il venait de perdre sa chance d'avertir ce qu'il avait découvert. Il venait de perdre sa chance de sauver Élodie. Les larmes coulèrent sur son visage sale. Le désespoir était si grand qu'il peinait à respirer. Et maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je n'ai plus la force de me lever. Je ne peux même pas aller à l'hôpital comme ça. J'ai du mal à garder les yeux ouverts. Sa vision devint floue. Le monde tournait autour de lui. Chaque clignement devenait plus difficile que le précédent. Et lentement, il perdit connaissance. Les larmes continuaient de couler, tandis que son corps cédait à la faiblesse. Le silence s'installa, jusqu'à ce qu'au milieu de l'obscurité, il entende des pas pressés qui se rapprochaient. L'espace d'un instant, il crut que quelqu'un venait l'aider. Mais bientôt, même ces sons disparurent, avalés par le noir. Il ne reste plus rien, le silence, jusqu'à ce qu'une voix douce commence à émerger. Au début, faible, presque imperceptible. Puis elle grandit, devint plus claire. Une voix connue, tendre, comme le souvenir d'un rêve. C'était Élodie. Mathis. Mathis. Les yeux du garçon s'ouvrirent lentement. La lumière du soleil l'aveugla un instant, puis il distingua un visage au-dessus de lui. C'était elle. Le visage de son ami cachait l'éclat du ciel. Il tenta de parler, mais sa gorge était sèche et son corps trop faible. Ses lèvres bougèrent à peine. Élodie, encore essoufflée, posa la main sur son épaule et dit d'une voix ferme. « Ne bouge pas, Mathis. Je vais te chercher un peu d'eau. » Avant qu'il ne puisse réagir, la fillette partit en courant, puis revint quelques instants plus tard avec une bouteille d'eau minérale à la main. Avec la plus grande précaution, Élodie inclina la bouteille et versa doucement l'eau sur les lèvres desséchées de Mathis. Ses lèvres étaient presque fendillées, tant la soif était grande. Elle versa jusqu'à la dernière goutte, sans s'arrêter, jusqu'à ce qu'il avale tout. Le petit poussa un soupir de soulagement. « Tu te sens mieux maintenant ?» demanda Élodie, le visage empreint d'inquiétude. Ses grands yeux le fixaient avec une peur sincère de le perdre. Le petit garçon des rues cligna des yeux, confus. Quelques instants plus tôt, il se souvenait d'être allongé devant la demeure, regardant son ami emmené d'urgence dans une ambulance. L'image d'elle inconsciente sur une civière brûlait encore dans son esprit. Et pourtant, elle était là, devant lui, vivante, souriante. Il voulut dire quelque chose, mais aucun son ne sortit. Son corps était encore trop faible. « Papa, je crois qu'il a faim. Est-ce qu'on peut lui donner quelque chose à manger ?» demanda Élodie, se tournant vers l'homme qui se tenait à ses côtés. François observait Mathis étendu, le visage sérieux, mais pas froid. Dans son regard, il y avait une douceur mêlée d'inquiétude. Finalement, il répondit. « Bien sûr, ma chérie. Nous allons le ramener à la maison et nous occuper de lui jusqu'à ce qu'il aille mieux. Ensuite, nous chercherons ses parents. » François se pencha, souleva Mathis avec précaution dans ses bras et commença à marcher. Le garçon se laissa aller et, au creux de cette étreinte chaude, ses yeux se fermèrent peu à peu. Soudain, des éclats de souvenirs surgirent. Il rêvait. La scène qui apparut
était celle du premier jour où il avait rencontré Élodie et son père. À cette époque, la mère biologique de la fillette était encore en vie. Il se rappela comment il avait été secouru ce jour-là, emmené à l'intérieur de la demeure et soigné. Le docteur Arnaud Lefebvre, le médecin de la famille, s'était occupé de lui pendant des semaines, jusqu'à ce qu'il retrouve la santé. Ensuite, le garçon avait été renvoyé à l'orphelinat, d'où il s'était enfui. Mais Matisse n'avait pas renoncé. Un mois plus tard, il s'échappa de nouveau, courant jusqu'à la demeure. C'était là qu'il voulait être, près d'Élodie. Peu après, la mère de la fillette mourut, et le vide qu'elle laissa dans la maison fut comblé par l'arrivée de Sophie, la belle-mère. Matisse se souvenait de chaque détail. Le mariage de Sophie avec François, ses regards arrogants, et enfin le moment cruel où Élodie perdit l'usage de ses jambes. Il n'était pas seulement un ami lointain, il se sentait membre de cette famille, même si personne d'autre ne le voyait ainsi. Quand il rouvrit les yeux, il ne rêvait plus. Il n'était plus dans les bras de François, ni sur le sol froid de la rue. Il était à l'hôpital. « Oh! Où suis-je » murmura-t-il, fixant le plafond blanc et les lampes qui illuminaient la pièce. Il leva légèrement le bras et aperçut les tubes de perfusion plantés dans sa peau. Son corps restait maigre, fragile, mais il sentait une légère énergie revenir, bien différente de l'agonie qu'il avait ressentie auparavant. Ses oreilles captaient le bip régulier de la machine qui surveillait ses battements. En tournant la tête, il aperçut, accroché au mur, un calendrier. Ses yeux s'écarquillèrent. 5 jours 5 jours déjà depuis qu'Élodie a été emmenée en ambulance? Non! C'est impossible! La panique s'empara de lui. Il se redressa brusquement dans le lit, arrachant les tubes de son bras, ignorant la douleur. Son cœur battait à toute vitesse. Il faut que je fasse quelque chose! Vite! Cria le garçon, essayant de marcher. Il fit un premier pas, mais trébucha et tomba lourdement au sol. Il était encore bien trop faible pour se tenir debout. Il inspira profondément, s'agrippa au mur et commença à se traîner dans le couloir. Chaque pas semblait impossible. Ses muscles brûlaient, ses jambes tremblaient, incapables de le soutenir. Mais il refusait d'abandonner. Il tomba plusieurs fois, genoux écorchés, bras râpés contre le carrelage. Pourtant, il se relevait toujours, s'appuyait au mur et avançait encore. « Je dois la retrouver. Je dois voir Élodie. » répétait-il pour ne pas perdre conscience. Par chance, aucun médecin ni infirmière ne croisa son chemin. Mais à chaque bruit de pas, son cœur s'emballait, craignant d'être découvert. Le couloir semblait interminable. Et pourtant, guidé uniquement par l'espoir, il finit par arriver là où il voulait. Devant une porte d'hôpital, il y avait un petit banc en plastique. Assis dessus, le corps penché en avant, les mains jointes, se trouvait François. L'homme paraissait porter le poids du monde sur les épaules. Ses yeux fixés au sol révélaient toute l'étendue de son angoisse. Matisse prit une profonde inspiration et murmura d'une voix faible « Monsieur François. » Mais le son était si bas que l'homme ne l'entendit pas. Il se traîna un peu plus, le corps endolori. « Monsieur François. » répéta-t-il, un peu plus fort, mais sans assez d'énergie. Le millionnaire restait immobile, perdu dans ses pensées. Le garçon allait presque l'atteindre quand, soudain, une main agrippa brutalement son bras. Il fut tiré violemment vers un coin sombre du couloir. « Ah !» cria-t-il de douleur en heurtant le mur. Le choc lui arracha le peu d'énergie qui lui restait. L'obscurité l'entourait. Il ne distinguait presque rien. Seulement une silhouette debout devant lui. Le cœur de Matisse s'emballa. Puis, une voix retentit. Une voix féminine, tranchante, impossible à oublier. « Qu'est-ce que tu fais ici, gamin ?
Son sang se glaça. Même faible, il n'y avait pas de doute. C'était Sophie. Essoufflé, Mathis rassembla ses dernières forces et répondit, la voix tremblante. « Madame Sophie, je suis juste venue pour prévenir de quelque chose d'important. J'ai découvert quelque chose à propos de la maladie d'Élodie. » Il parlait vite, désespéré, craignant de s'évanouir d'une seconde à l'autre. Et qu'est-ce qu'un gamin des rues comme toi pourrait bien savoir sur quelque chose d'aussi grave que la maladie de notre fille? À ce que je sache, tu n'es jamais allé à l'école, encore moins à la faculté de médecine. Répliqua Sophie, pointant un doigt accusateur vers lui. Son visage était figé, ses yeux lançaient des éclairs de mépris. Ici, nous avons déjà les meilleurs médecins du monde pour s'occuper d'elle. Alors ce n'est pas un petit vaurien sale et ignorant comme toi qui va sauver la vie d'Élodie. Mathis sentit sa gorge se serrer. Son cœur semblait prêt à se briser sous le poids de ces paroles cruelles. Il eut envie de pleurer, mais se retint. Il inspira profondément, trouva un reste de courage et répondit, la voix encore fragile. Je sais que je ne suis jamais allé à l'école. Je n'ai pas eu la chance de naître avec de bons parents, comme Élodie. Mais elle compte énormément pour moi. Peut-être autant que pour vous et Monsieur François. Peut-être même plus. Les larmes montaient dans ses yeux, mais il ne détourna pas le regard de Sophie. Élodie m'a sauvée quand personne d'autre ne se souciait de moi. Quand tout le monde passait devant moi, comme si j'étais un fantôme, elle m'a vue. Pendant que tous me prenaient pour un déchet parmi d'autres. Elle m'a regardé comme une humain qui avait besoin d'aide. Elle a couru vers moi sans hésiter, sans peur. Sœur. Il serra les poings, ému, et continua. Quand j'avais soif, c'est elle qui m'a donné de l'eau. Quand j'avais faim, c'est elle qui partageait son repas. Quand j'avais juste besoin que quelqu'un m'écoute, elle s'asseyait et m'écoutait. Même quand je ne demandais rien, elle m'a offert un cadeau. Élodie n'est pas seulement mon amie, elle est ma famille. Alors s'il vous plaît, écoutez-moi. Je vous en supplie. Non. Le silence tomba pendant quelques secondes. Sophie devint écarlate, les veines de son cou saillantes. Son visage était si rouge qu'il semblait prêt à exploser. Ses oreilles brûlaient, comme si de la vapeur en sortait. D'un geste brusque, elle leva la main, prête à gifler le visage fragile du garçon. Mathis ferma les yeux, attendant le coup. Mais avant que la gifle ne parte, une voix résonna dans le couloir, ferme et coupante. « Assez! Sophie! Baisse cette main immédiatement !» François apparut au bout du couloir, le visage chargé de fureur. Il s'avança rapidement vers eux, ses pas lourds résonnant sur le sol de l'hôpital. « Mais qu'est-ce que tu fais, enfin? Devant tout le monde, dans un hôpital ?» cria-t-il, indigné. « J'en ai assez de la façon dont tu traites ce garçon. Il est malade, Sophie. Tu l'as vu toi-même quand on l'a amené ici. Il était inconscient, rampant pour essayer d'atteindre Élodie. » François inspira profondément, mais ne baissa pas le ton. « Notre fille a demandé qu'on sauve son ami. Et c'est uniquement pour cette raison que je suis descendu de l'ambulance et que j'ai ordonné qu'on amène ce garçon aussi. Et malgré tout ça, en voyant l'état dans lequel il est arrivé, tu veux encore lever la main sur lui? Tu as perdu la tête ?» Sophie resta figée. Sa main levée tremblait dans l'air. Lentement, elle la baissa, incapable de répondre face à l'explosion de colère de son mari. Mathis ouvrit lentement les yeux, stupéfait. Il n'en croyait pas ses oreilles. Il regarda François, bouleversé, en découvrant que c'était lui qui l'avait sauvé, et qu'Élodie, même allongée sur une civière, à moitié consciente, avait encore pensé à lui, demandant qu'on prenne soin de son ami. « Monsieur François !» murmura le garçon, la voix à peine audible.
Mais ce fut suffisant. François se tourna aussitôt vers lui, la colère contre sa femme, laissant place à un regard ferme, mais protecteur. J'ai quelque chose d'urgent à vous dire. Dit Matisse, essayant de se tenir debout. Le millionnaire s'approcha rapidement, saisit Matisse par les bras et l'aida à s'asseoir sur une chaise voisine. Toujours déçu, il lança un regard dur à Sophie avant de reporter toute son attention sur le garçon. « Parle, mon garçon. Que s'est-il passé? Qu'est-ce que tu dois me dire ?» demanda François, s'agenouillant pour être à sa hauteur et lui prenant les mains avec fermeté. La respiration de Matisse était lourde. Il luttait contre la faiblesse de son corps, mais rassembla toutes les forces qui lui restaient. Les médicaments d'Élodie, balbutia-t-il, la langue pâteuse à cause des traitements qu'on lui avait administrés. Montrez-les-moi, s'il vous plaît. Je dois voir la boîte. François se tourna vers sa femme. Où est le docteur Arnaud Lefebvre? Va le chercher et dis-lui d'apporter tout de suite la boîte des médicaments d'Élodie. Sophie écarquilla les yeux, surprise par l'ordre. Puis elle croisa les bras et répondit d'un ton moqueur. Tu vas vraiment croire ce gamin? Un garçon des rues? François, il délire, tu ne vois pas? C'est absurde. Mais le millionnaire ne recula pas. Il se redressa, planta son regard dans celui de sa femme et répondit d'une voix ferme. Fais venir le docteur Lefebvre immédiatement. Sinon, je le renvoie aujourd'hui même et j'engage un autre médecin à sa place. Sa voix tomba comme un coup de marteau. La belle-mère d'Élodie sentit un frisson lui parcourir tout le corps. Les poils de ses bras se hérissèrent et elle fit un pas en arrière, effrayée par la détermination de son mari. Sans un mot de plus, elle fit volte-face et sortit en courant dans le couloir de l'hôpital, à la recherche du médecin. François se tourna de nouveau vers Matisse, plus calme cette fois. Il s'agenouilla à côté de lui et demanda. « Maintenant, dis-moi, garçon, pendant qu'on attend, pourquoi veux-tu tellement voir les médicaments d'Élodie? Le jour où elle a été emmenée à l'hôpital, tu essayais déjà de l'empêcher d'en prendre. » Matisse ferma les yeux un instant, prit une profonde inspiration et, malgré la faiblesse, trouva le courage. Il ne pouvait pas rater cette occasion. Il devait tout expliquer. Quelques semaines avant qu'Élodie ne tombe malade, j'ai commencé à voir des boîtes comme celle-là dans les poubelles. Au début, c'était 1 ou 2, tous les 4 jours. Mais après qu'elle a perdu l'usage de ses jambes, elles ont commencé à apparaître beaucoup plus souvent, tous les jours. Ses mains tremblaient, mais ses paroles devenaient de plus en plus assurées. Je ne sais pas si c'est le même médicament qu'elle prend, monsieur François. Mais ça n'a pas de sens. Personne ne commence un traitement avant d'être malade. C'est trop étrange. Alors j'ai réfléchi. Et si ces médicaments ne l'aidaient pas? Et si c'était justement eux qui la rendaient encore plus malade? François écoutait attentivement chaque mot. Le millionnaire fronça les sourcils, réfléchissant intensément, comme s'il essayait d'assembler les pièces d'un puzzle douloureux. Puis il parla d'une voix contenue, mais grave. « Je comprends ton raisonnement, mais nous n'avons donné aucun médicament à Élodie avant 2 semaines après qu'elle ait perdu l'usage de ses jambes. Ce serait impossible que ces boîtes se retrouvent dans les poubelles avant ça. » dit-il, observant Matisse comme s'il cherchait une faille dans sa logique. Le petit, jusque-là hésitant, se redressa légèrement. Son visage se ferma, marqué par la détermination. La contradiction de François semblait au contraire nourrir son courage. Il répondit d'une voix plus ferme. « Justement, c'est bien ça le problème. Il ne devrait pas y avoir de boîte du médicament d'Élodie dans les poubelles avant qu'elle ne tombe malade. Et pourtant, il y en avait. Chaque fois que je fouillais les ordures pour trouver à manger, j'en trouvais une. » déclara Matisse, haletant, ses mots sortant comme s'il forçait une porte récalcitrante.
Je ne suis pas sûr que ce soit le même médicament. Mais si c'est bien celui-là, alors quelque chose ne va vraiment pas. Ajouta-t-il, se penchant en avant, comme s'il pouvait pousser la vérité hors de lui. Les mots restèrent suspendus dans l'air. François sentit un froid lui remonter le long de la colonne vertébrale. Ses pensées s'entrechoquaient, brutales, implacables. Il repassa mentalement tous les liens de confiance de la maison. Il se souvenait de la douceur apparente de Sophie envers Élodie, de la présence constante du docteur Lefebvre depuis l'époque où la mère de la fillette était encore en vie, et de tout l'argent investi dans les traitements et les spécialistes. L'idée que quelqu'un d'aussi proche puisse être derrière la souffrance de sa fille paraissait impossible, et pourtant terriblement possible. Il murmura pour lui-même, presque sans voix. « Et si ma fille n'avait jamais vraiment été malade? Et si, tout ce temps, elle avait été empoisonnée ?» pensa-t-il, le visage pâlissant à mesure que cette idée diabolique prenait forme. L'angoisse lui serra la poitrine jusqu'à ce qu'il se souvienne de l'instant, quelques heures plus tôt, où le docteur Arnaud Lefebvre lui avait annoncé des nouvelles qui avaient déchiré son monde. François revécut la scène. Pendant quelques secondes, il fut ramené à ce moment dans la salle d'hôpital quand le docteur, le visage grave, lui avait exposé les résultats des examens. Le médecin avait posé une main sur l'épaule de son patient et, d'un ton bas, avait prononcé la sentence. « Je suis désolé, monsieur François, nous avons tout essayé, mais les analyses ne montrent aucune amélioration. Au contraire, d'après nos constatations, elle n'a plus beaucoup de temps. Si aucun signe de progrès n'apparaît dans les 48 prochaines heures, elle risque de ne pas survivre. » Les mots étaient tombés comme une lame. À cet instant-là, François avait perdu tout contrôle. Les larmes avaient jailli sans prévenir, brûlantes, tombant sur le sol du couloir. Quelques minutes plus tard, la douleur s'était transformée en rage. Fou de désespoir, il avait saisi le médecin par le col et crié d'une voix brisée et violente. « Ne me dis pas ça, je t'en supplie, ne me dis pas ça !» Puis, entre deux sanglots, il avait ajouté « Nous avons dépensé des milliers d'euros pour les meilleurs traitements et c'est moi-même qui t'ai engagé. Arnaud, j'ai confiance en toi. Tu dois sauver ma fille. » dit-il, portant une main à sa poitrine comme si on lui avait arraché quelque chose. Le docteur Lefebvre, d'un calme clinique, avait tenté de l'apaiser, posant ses mains sur ses épaules et répondant doucement. « Je vous comprends, monsieur François. Je suis le médecin de votre famille depuis longtemps et moi aussi, je ressens la douleur de perdre une patiente. » Mais ces mots n'avaient fait qu'attiser la colère du père. François avait alors hurlé, d'une voix mêlée de douleur et d'incrédulité. « Patiente, c'est ma fille !» Avant de s'effondrer à genoux, anéanti. Le souvenir de ses larmes s'effaça pour laisser place au présent. De retour dans le couloir, face au garçon, le millionnaire sentit les pièces s'assembler. Si Mathis avait raison, alors quelqu'un en qui il avait confiance, peut-être Sophie, peut-être le docteur Lefebvre, pouvait être responsable de tout cela. Une pensée terrible lui traversa l'esprit. « Si je me trompe, je détruirai les relations les plus importantes que j'ai. Mais si j'ai raison, il me reste peut-être une chance de sauver Élodie. » murmura-t-il pour lui-même. Il fixe Mathis pendant quelques secondes, les yeux lourds de responsabilité. « Garçon, si tu as raison, cela veut dire que Sophie ou le docteur Lefebvre est coupable. Si tu te trompes, tu risques non seulement de perdre Élodie à jamais, mais aussi de détruire les liens que j'ai avec eux. » dit-il d'une voix grave, pesant chaque mot comme s'il tenait un destin entre ses mains. Mathis, sentant le tremblement du corps de l'homme devant lui, serra la main de François avec fermeté, laissant transparaître sa propre conviction. Il le regarda droit dans les yeux et répondit calmement, mais avec tension. « Oui, je sais. Mais croyez-moi,
Je n'ai jamais été aussi sûr de quelque chose. Il n'y a rien au monde que j'aime plus qu'Élodie. Si j'avais le moindre doute, je ne serais jamais venu vous parler. » À cet instant, la scène fut interrompue par l'arrivée précipitée de Sophie, haletante, suivie du docteur Lefebvre. Elle annonça d'une voix faussement maîtrisée. « Voilà le médecin, mon chéri. Je l'ai amené comme tu l'as demandé. » dit-elle, plaçant le professionnel en pleine vue. François se tourna, serra les mâchoires et, sans hésiter, fixa le médecin avec intensité. D'une voix tranchante, il ordonna. « Arnaud, montre-moi la boîte du médicament que tu donnes à ma fille. Apporte-la tout de suite. » « Très bien, monsieur. Par chance, j'en ai toujours une sur moi, pour les urgences. » répondit le docteur Lefebvre, tentant de garder un ton calme. Il glissa la main dans la poche de sa blouse et en sortit une petite boîte encore scellée, qu'il tendit à François. À la vue de l'emballage, Mathis écarquilla les yeux. Il la reconnut immédiatement. Son cœur s'emballa. Avant même que François ne touche la boîte, il se leva comme il put et cria de toutes ses forces. « C'est celle-là! C'est la boîte que je voyais toujours dans les poubelles. La même que j'ai vue des semaines avant qu'Élodie ne tombe malade. » Les mots résonnèrent dans le couloir. À cet instant, Arnaud se figea. Ses mains, qui tenaient encore la boîte, se mirent à trembler. Lorsque François tendit le bras pour la prendre, le médecin hésita et resserra sa prise, comme s'il voulait empêcher son patron de la voir. Ce seul geste suffit. François serra le poing, les dents crispées par la rage, et fixa le médecin, les yeux flamboyants. « Arnaud, je vais te donner une seule chance de répondre. Qu'est-ce que ce médicament fait exactement à ma petite fille ?» La sueur commença à perler sur le front du médecin. Sa voix tremblait, peu convaincante. Je vous l'ai déjà expliqué, monsieur François. Votre fille souffre d'une maladie chronique des nerfs, ce qui gêne ses mouvements. Ce médicament sert à calmer la douleur et, avec la physiothérapie, peu à peu, elle pourrait retrouver l'usage de ses jambes. François serra les poings. D'un geste brusque, il arracha la boîte des mains du médecin et la jeta au sol. Le bruit résonna dans tout le couloir. Sa voix explosa, chargée de colère. « Alors, explique-moi pourquoi ces boîtes apparaissent déjà dans mes poubelles avant même qu'elles ne perdent l'usage de ses jambes. » Arnaud se recroquevilla, fit un pas en arrière, incapable de répondre. La sueur coulait à présent sur tout son visage. À ce moment, Sophie avança d'un pas, leva le menton et parla d'un ton moqueur. « Ah, donc c'est cette petite histoire que ce gamin des rues t'a mise dans la tête. Tu vas vraiment le croire? Pourquoi les paroles d'un mendiant compteraient-elles plus que celles de ton propre médecin ?» François se tourna lentement vers sa femme. Son regard était glacial, aussi dur que la pierre. Il marcha jusqu'à Mathis, s'arrêta derrière lui et désigna le garçon. « Et pourquoi ces paroles à lui vaudraient-elles moins que celles du docteur Lefebvre? Hein, Sophie? Qu'est-ce que je perds à croire ce garçon plutôt que ce médecin? Ce même médecin qui m'a regardé droit dans les yeux pour me dire que ma fille allait mourir ?» La respiration du millionnaire était lourde. Sa voix sortit encore plus ferme. « Je vais continuer à croire en Mathis. Et la seule chose qui me dérange ici, c'est que toi, tu défends le docteur Lefebvre, Sophie. » Le couloir tout entier se figea. Sophie resta immobile. Arnaud aussi. Le médecin ouvrit la bouche pour tenter de se justifier. Mais François ne lui en laissa pas le temps. Il planta un doigt dans sa poitrine et rugit. « Élodie n'a plus besoin de ce médicament. S'il ne sert qu'à soulager la douleur et à l'aider à remarcher, alors elle n'en a plus besoin. Écoute-moi bien, Arnaud, tu es renvoyé. Et je vais faire venir un autre médecin pour de nouveaux examens. Si je découvre qu'il y avait quelque chose d'anormal dans ce médicament que tu donnais à ma fille, je te jure que je te ferai mettre en prison pour le reste de ta vie. » Les mots tombèrent comme des coups de marteau. Arnaud paniqua. Même avec la climatisation, il ruisselait de sueur.
Son visage vira au rouge, sa respiration devint courte. Ce n'était pas seulement son emploi qui était en jeu, mais sa liberté. Acculé, sans issue, il fit ce que font toujours les lâches. Il supplia. « S'il vous plaît, monsieur François, je vous jure que ce n'est pas ma faute. On m'a obligé à le faire. Je promets, je peux guérir Élodie. Mais je vous en supplie, ne me livrez pas à la police. » François écarquilla les yeux. La fureur explosa encore davantage. « Qu'est-ce que tu veux dire? On t'a obligé. Qui t'a ordonné d'empoisonner ma fille? » À cet instant précis, il aperçut Sophie tenter de s'éclipser discrètement. Le millionnaire la désigna, incrédule. « Ne me dis pas que c'était elle! Ne me dis pas que c'est Sophie qui t'a ordonné d'empoisonner ma fille! » Le médecin inspira profondément, désespéré, et lâcha la bombe. « C'est vrai, c'était elle. C'était Sophie. Elle m'a séduit, elle m'a convaincu, et elle m'a forcé à empoisonner Élodie. Tout ça pour que la fillette n'ait aucun avenir, pour que la seule héritière de ta fortune, ce soit elle et personne d'autre. » Le sol sembla se dérober sous leurs pieds. Mathis porta la main à sa bouche, bouleversé. Même s'il avait toujours senti la méchanceté de Sophie, il n'aurait jamais imaginé qu'elle puisse aller jusqu'à une telle cruauté. François ne pouvait plus se contenir. Son visage était rouge, les veines de son cou saillaient. Son cri résonna si fort que tout l'hôpital l'entendit. « Appelez la sécurité immédiatement. Cette femme a essayé de tuer ma fille. » En quelques secondes, médecins et infirmiers envahirent le couloir. Peu après, les gardes arrivèrent et saisirent Sophie par les bras. « Non! Lâchez-moi! C'est un mensonge! Tout est un mensonge! » hurlait-elle, se débattant, tentant de s'échapper. En vain. À côté d'elle, Arnaud tenta lui aussi de fuir, mais fut immobilisé par les agents sur ordre de François. Tous deux furent emmenés dans une pièce isolée, en attendant l'arrivée de la police. Mathis sentit enfin son cœur s'alléger. Après tout ce qu'il avait enduré, les cris, les humiliations, la douleur, sa voix avait été entendue. Il avait réussi à prévenir François. Il avait réussi à dévoiler la vérité. Les larmes coulaient désormais, mais ce n'étaient plus des larmes de tristesse. C'était du soulagement. « Enfin, Élodie va s'en sortir. » murmura le garçon, serrant sa poitrine. La douleur qu'il portait semblait enfin s'effacer. Il n'avait plus peur de la perdre. Au contraire, son cœur battait à toute allure d'impatience. Impatience de la voir sourire à nouveau. Impatience de la voir un jour debout, marcher et courir comme avant. François inspira profondément, sentant le poids de la trahison lui transpercer le cœur. Pourtant, au milieu de toute cette douleur, il trouvait un réconfort. Il allait enfin retrouver sa fille. L'espoir de la voir remarcher rendait tout le reste insignifiant. Le temps passa. 2 jours après la révélation, Élodie se réveilla. Elle était encore confuse, mais quelque chose avait changé. Sa peau avait repris des couleurs. Son regard semblait plus vif. Pour la première fois depuis des mois, la fillette paraissait réellement en bonne santé. Les semaines défilèrent. Son corps se renforçait peu à peu, et Élodie recommença à sentir ses jambes. Au début, chaque tentative était douloureuse, chaque pas une épreuve. Mais quelques mois après avoir cessé de prendre les médicaments falsifiés, elle réussit enfin à se lever seule. Elle marchait lentement, avec difficulté, mais elle était debout. Pour François et Mathis, c'était un véritable miracle. Pendant ce temps, Arnaud et Sophie connaissaient un autre sort. Tous deux furent traduits en justice. Les analyses révélèrent la vérité. Le médicament prescrit par le médecin avait été trafiqué, conçu pour détruire lentement les nerfs de la fillette jusqu'à paralyser tout son corps et la conduire à la mort. Au cours du procès, une révélation encore plus cruelle éclata. La mère d'Élodie avait, elle aussi, reçu le même médicament. Le plan diabolique visait à étendre le poison, à atteindre François lui-même.
jusqu'à ce que seule Sophie reste comme unique héritière de toute la fortune. Le tribunal n'eut aucun doute. Pour avoir reconnu sa participation, Arnaud fut condamné à 30 ans de prison. Sophie, en tant qu'instigatrice et commanditaire du crime, reçut 60 ans de réclusion. La femme qui avait tant convoité la richesse de François finirait ses jours derrière les barreaux, sans espoir de liberté. Et Matisse, le garçon que personne ne croyait, traité comme un déchet, s'était révélé le véritable héros. Après avoir sauvé la vie de sa meilleure amie, il reçut le plus grand cadeau qu'il n'aurait jamais osé rêver. François l'adopta officiellement. Le millionnaire comprit qu'en ce garçon, il avait trouvé un membre de la famille dont il ignorait avoir besoin, mais que le destin lui avait offert. Matisse ne connut plus jamais la faim, ni le froid, ni la soif. Il gagna un foyer, une famille, et surtout une sœur de cœur qu'il aimait plus que tout. À la fin, la bonté s'était montrée plus forte que n'importe quel poison. Le simple geste d'Élodie, lorsqu'elle avait donné son eau à Matisse, avait sauvé non seulement la vie du garçon, mais aussi la sienne. C'était la preuve que le destin finit toujours par rendre justice et récompenser ceux qui font le bien. Les années passèrent. Matisse et Élodie grandirent ensemble, toujours plus unis. Ils n'entendirent plus jamais parler d'Arnaud, ni de Sophie, dont les noms se perdirent dans l'oubli, derrière les barreaux. Matisse, se souvenant de tout ce qu'il avait vécu, fonda un orphelinat. Mais pas un orphelinat ordinaire. Il créa un lieu différent, où aucun enfant abandonné ne connaîtrait la douleur qu'il avait subie. Là, chaque petit aurait de la nourriture, des soins, de l'affection et une chance de vivre avec dignité. Quant à Élodie, elle suivit une autre voie. Elle devint médecin, spécialisée dans les maladies provoquant la paralysie. Elle savait mieux que quiconque ce que c'était que de se sentir impuissante, prisonnière d'un fauteuil roulant. Et c'est pour cela qu'elle consacra sa vie à aider d'autres enfants à remarcher, offrant de l'espoir, là où il n'y avait autrefois que du désespoir. Ainsi, côte à côte, ils transformèrent leurs cicatrices en force. L'amitié née dans la douleur devint une histoire de résilience, prouvant que même les plus petits gestes peuvent changer un destin. Commentez Élodie et Matisse pour me montrer que vous êtes allés jusqu'à la fin de cette histoire et que je puisse marquer votre commentaire d'un beau cœur. Et tout comme l'histoire d'Élodie et Matisse, j'en ai une autre, encore plus émouvante, à vous raconter. Il vous suffit de cliquer sur la vidéo qui apparaît maintenant à l'écran. Un grand bisou et à très bientôt pour une nouvelle histoire émouvante.